Et donc, comme l'a dit Alexandra, si le public veut poser des questions, n'hésitez pas. Alors moi, je vais ouvrir avec des questions que nous avons préparées. Il y a une question qui a été soulevée dans la première présentation, qui est cette question autour de la participation. Qui participe? C'est une question qui est toujours importante, surtout quand on a affaire à des petits nombres. Est-ce qu'on n'a pas un biais de participation? Et donc, je vais vous donner la parole, peut-être David Montambeau, puisque vous avez souligné cette question de qui participe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, mais je donnerai la parole aux autres aussi également. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, et puis sur les biais que cela engendre? Oui, merci. Je vais essayer de répondre brièvement. Alors, au début, nous, on a vraiment ciblé un public qui aurait été représentatif, et je mets des guillemets, par rapport aussi à la problématique que l'on posait, c'est-à-dire l'aménagement du territoire communal. Donc, on voulait plusieurs points de vue, en fait. La difficulté, après, c'est dès qu'on fait des ateliers collectifs, on invite tout le monde. Donc, déjà, on ne maîtrise plus du tout l'échantillon. Donc, qui participe, qui veut bien venir. Et on a perdu une partie de la population, en particulier les agriculteurs qu'on avait consultés au départ, ne sont jamais revenus dans les ateliers parce que l'emploi du temps ne le permettait pas. Et puis, à la fin, on s'est posé cette question de la représentativité parce que le maire de la commune nous a beaucoup reproché ça, de ne pas avoir assez de monde en disant, ouais, c'était son expression, mais vous avez fait venir que les bobos voilà, de la commune. Et puis, finalement, on s'est aperçu que très vite, en fait, une fois qu'on avait atteint l'échantillon de 30 personnes, finalement, on tournait en rond en termes des idées parce que c'était vraiment des évidences presque, des choses qui ont été ressorties. Et donc la conclusion de tout ça, c'était, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette démarche participative qui ne donne pas forcément la parole au plus grand nombre, mais à ce moment-là, c'est un basculement complet logique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la démocratie représentative, mais vraiment participative. Et donc, moi, avec aussi les autres expériences qu'on a étudiées, je défendrais plutôt une participation ciblée pour donner la parole justement à ceux qui s'expriment rarement et qu'on peut aller chercher dans des démarches participatives, en fait. Et voilà. Et après, ça posait la question de l'échelle. Nous, on s'est intéressé à l'échelle communale. Et c'est vrai qu'à la fin, on peut se demander comment solliciter les 350 000 touristes. On a essayé. En fait, ils n'avaient pas forcément envie de s'impliquer. On avait essayé le temps d'atelier. Et c'est très difficile de demander leur avis aux touristes. Ouais. De toute façon, on rejoint les grandes questions des enquêtes en sciences humaines et sociales entre le qualitatif et le quantitatif. Et c'est vrai que les questions de méthode sont toujours… certains se saisissent de ces questions de méthode pour délégitimer des processus, alors que c'est un vrai choix d'avoir plutôt une diversité. Et c'est assez intéressant de voir que le participatif, ça fonctionne assez de la même manière. Je vois Cécile qui lève la main, mais assez rapidement, alors les réponses… En fait, moi, c'était pour revenir, notre enquête est moins… oui, ça va, je suis pas, le micro est on. Nous, on est moins ouvert que dans l'enquête de David Montambeau, mais je voulais revenir sur la question qui m'avait été posée, parce que je crois qu'elle est importante sur comment l'articulation, l'ouverture se fait avec ceux qu'on appelle non-historiens ou non-académiques. En fait, je pense que on pourrait poser la question à l'inverse aussi, comment les acteurs locaux font pour accepter des académiciens, des gens d'université de Paris. La question de la légitimité, elle est dans les deux sens, en fait. Et je crois que le partenariat avec nous, les savants locaux, savants dans le sens ceux qui savent, parce qu'ils savent plus de choses que nous, je pense que c'est la clé, c'est dans l'ouverture et dans comment dire, la posture d'échange. Personnellement, quand j'y étais, j'ai vraiment senti l'ouverture sur ce qu'on pouvait apporter comme expertise en histoire de la famille, et pas forcément sur l'histoire de Charleville, mais plus largement sur l'histoire de la famille. Et puis nous, quand on y va, on est vraiment très intéressés par les éléments que eux connaissent mieux que nous sur l'histoire locale. Et puis, toujours cette frontière
de historiens non officiels, ça me fait un petit peu sourire parce qu'en fait, quand on regarde, par exemple, la Société d'histoire Assez vite quand même, parce que oui, je oui. préfère Non, mais intervenir. c'est parce que la définition des termes, en fait, est très... La définition du sachant, en fait, pose, je pense, à un moment donné, problème. Dire, les gens locaux peuvent être des sachants. Il y a des gens qui ont fait des études de géographie, d'histoire, et c'est ce qu'on retrouve à Charleville. Et puis même les habitants locaux, en fait, ce sont aussi des sachants, parce qu'ils connaissent des choses que nous, on ne sait pas. Et donc, même leurs questions, même sans être forcément des apports d'informations, mais même la question qu'ils posent est intéressante. Voilà, c'était le... Je pense voilà, que c'est important de se poser la question de cette frontière du sachant qui peut être des fois un peu mal placée. Merci. Merci. Alors, Roger Coudiard, je crois, et après Cédric Parizeau, mais j'avais aussi une question adressée à Cédric Parizeau. Donc, Roger Coudiard, alors, assez rapidement, s'il vous plaît, pour vos réponses. Ça ira très vite. C'est juste pour dire que jusqu'à maintenant, on a travaillé avec les volontaires, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés par ces sujets-là. On est actuellement en train d'ouvrir un nouveau front vers ce qu'on appelle les invisibles du territoire. On est dans un territoire où on a des travailleurs pauvres qui n'habitent pas sur le grand site, qui travaillent, qui habitent dans les villes aux alentours et qui viennent faire des petits boulots du genre jardinage, service à la personne, ménage, etc. et qui sont complètement en dehors du processus. Et c'est notre cible aujourd'hui. Alors, je ne vous dis pas qu'on l'a atteint, mais c'est celle que l'on se fixe à l'heure qu'il est. Merci. Donc, je vais laisser la parole à Cédric Parizeau, mais j'avais aussi une question. Alors, je vous la pose avant. Donc, ma question, c'était par rapport à l'introduction très intéressante que vous avez faite sur cette notion de territoire. Est-ce qu'à chaud, là, vous ne l'avez pas préparé, hein, que vous avez découvert en même temps que nous les présentations, est-ce qu'à chaud, vous pouvez revenir sur cette conception du territoire ou ces conceptions du territoire qui se dégagent de ces différentes présentations. Mais je vous laisse d'abord réagir puisque vous aviez demandé la parole. Bah écoutez, ça tombe bien parce que ma réaction, elle est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, d'une part, elle allait dans le prolongement de votre question, qui participe, et je pense que, en fait, c'est une question que je pourrais poser à tout le monde. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que bon, tout le monde a parlé d'êtres humains, de sociétés, d'acteurs politiques, économiques, sociaux, etc., de différents, de visibles et d'invisibles, comme vient de le dire Roger Coudiard, tout à fait à juste titre. Mais dans ces invisibles, et quand vous parliez de la tour, moi, ça me fait penser à une chose, c'était ce Parlement dont parlait la tour, où il faut étendre le politique au-delà des humains. Et moi, j'y pense. Alors, évidemment, c'est très compliqué de savoir comment on peut interagir avec ce genre avec ces autres modes d'existence. Mais il y a une chose qui m'a frappé dans ce travail magnifique là, que vous avez fait sur le Morvan. Ça m'a tout de suite fait penser à l'action des éléments et à ce qui s'est passé dans le sud-est de la France, pas loin de chez moi. Enfin, pas loin de chez moi, c'est à 300 km, donc c'est pas à côté. Mais ces pluies torrentielles qui sont abattues dans le sud-est de la France, à la frontière avec l'Italie, et qui ont complètement transformé les cadres de l'action, le territoire et les cadres de l'action des êtres humains, et qui reposent d'ailleurs le territoire, qui l'ont transformé littéralement. Moi, je viens de la frontière entre la Haute-Marne, la Côte d'Or, et je sais que là-bas, les forêts sont repeuplées par d'autres êtres vivants. Il y avait très peu de cerfs avant, maintenant il y en a une pléthore. Les sangliers, les gens n'arrivent plus à les arrêter. Les chasseurs n'arrêtent pas de leur courir après. Donc on est ici dans des dynamiques qui affectent les êtres humains, qui affectent les acteurs locaux. La végétation, quand vous avez des murs en pierre sèche, vous savez très bien que la végétation peut détruire des murs, elle les fait bouger, donc on est dans un territoire mouvant où ces non-humains agissent avec force. Et puis, à l'époque du virus, qui n'est pas un être vivant, mais qui est simplement une séquence de code, eh bien, nous sommes aujourd'hui dans une réunion qui se déploie dans un territoire numérique ou dans un espace numérique parce que ce petit brin de protéines a recodé tellement les actions des êtres humains que nous sommes tous cantonnés dans des pièces et que nous ne pouvons plus sortir.
Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est la question, c'est dans quelle mesure vous êtes les uns et les autres en mesure de prendre l'action de ces autres modes d'existence dans l'action humaine. C'est-à-dire, il y a un très beau livre, c'est les anglo-saxons qui l'ont publié, qui s'appelle The Agency of Things. Je pourrais éventuellement essayer de retrouver le titre. Et dedans, il y avait un très beau travail sur les arbres et la manière dont les arbres, à travers la temporalité extrêmement lente dans laquelle ils s'inscrivent, organisent et cadrent les actions des êtres humains. C'est un peu ce que disait Latour, d'ailleurs, à propos des interactions. Dans son livre « Changer la société, refaire la sociologie », les interactions, ça n'est jamais entre quelques êtres humains, ça n'est jamais dans une pièce, c'est toujours délocalisé dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que vous avez un ensemble d'actions qui ont été faites dans le passé qui continuent à cadrer celles du présent et un ensemble d'actions qui ont des origines bien loin du lieu de l'interaction qui agissent sur le présent. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut envisager ces territoires d'une manière complètement délocalisée, si on veut comprendre leur fonctionnement et les dynamiques qui les affectent. Merci. C'est très intéressant. Alors, avant de donner la parole, je m'octroie la parole. Ce que vous dites, ça me fait penser à ce que j'ai fait il y a quelques années en modélisation d'accompagnement, où effectivement, les non-humains étaient des agents au même titre que les humains. C'est-à-dire qu'il y avait les chèvres, les troupeaux de chèvres, troupeaux de moutons qui agissaient, mais aussi les incendies, mais aussi les évolutions des plantes, et notamment là c'était sur les paysages et donc des broussailles. Et tous ces agents, en fait, interagissaient. Et alors, évidemment, ce n'était pas de la participation des chèvres et des moutons, puisque c'était là-dessus qu'on travaillait, ou des plantes, mais ils participaient de ce socio-anthropo-écosystème qui était conçu. Et c'est vrai que c'est intéressant de prendre en compte à la fois les conditions environnementales, mais aussi les différents agents qui interagissent sur les paysages. Je vous laisse répondre maintenant, peut-être Roger Coudiard ou David Montambeau. Allez-y, Roger Coudiard. Oui, merci. J'ai été perturbé tout à l'heure par mon problème technique. J'ai oublié quelque chose d'important. Ce quelque chose d'important, c'est que dans notre initiative Chemin, la médiation artistique entre la science et l'art est un élément extrêmement important. Et on a dans notre collectif des gens qui nous apportent ce savoir-faire avec un concept plus ou moins piqué à la tour, qui est celui du laboratoire des arts politiques, et qui est justement comment est-ce qu'on peut penser la politique de demain, non pas entre humains uniquement, mais en étant capable de parler au nom de ceux qui ne le peuvent pas aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part les non-vivants, mais aussi les générations futures. Et notre objectif à terme, vous avez évoqué, Cédric a évoqué la question du Parlement des vivants, on l'a sur notre écran radar. Combien de temps mettra-t-on pour y arriver? Je n'en sais rien, mais c'est bien vers ça qu'on veut avancer. Si je peux compléter. Merci. Oui, David, si vous pouvez. Oui, moi, je ne sais pas si ma réponse va satisfaire Cédric Parisot, mais en fait, moi, c'est pour ça que je crois beaucoup au paysage. Donc, c'est une dimension. Donc, en fait, on part du territoire, même si ce territoire est flou, mais on dit bien que c'est le territoire tel que perçu. Et donc, la notion de perception, elle intègre une notion un peu sensible et finalement très individuelle. Alors, j'y crois beaucoup, et c'est aussi pour ça que dans les démarches participatives, pour moi, une des forces, et c'était un peu, pour tout dire, c'est le seul point commun qu'on ait trouvé entre toutes les démarches qu'on a étudiées en France, en Allemagne, en Europe, sur une vingtaine de démarches. À chaque fois, les gens ont eu besoin de revenir sur le terrain et de se reconfronter à la réalité du terrain, c'est-à-dire leurs concitoyens, mais aussi, bien sûr, l'air, le vent, la terre, etc. Et c'est cette confrontation au terrain qui, finalement, aussi a énormément apaisé les débats. Et moi, en tant que chercheur, j'ai aussi, sur les paysages agraires, en fait, j'ai fait souvent des lectures de paysages dans des fermes, par exemple, pour essayer de reconfronter des consommateurs qui ont une vision souvent très construite à distance et souvent très négative de l'agriculture. Et quand ils se rencontrent, quand ils vont sur le terrain, qu'ils se confrontent vraiment au paysage vécu et à l'agriculteur,
ça change complètement les modes d'échange et de représentation. Donc voilà, je crois au paysage pour ça. Merci. Alors, il y avait une demande de Nicolas Jacob pour prendre la parole pour une précision sur la démarche dans le Morvan. Oui, Oui. oui, merci. Oui, c'était pour peut-être donner quelques éléments de contextualisation aussi. En fait, pour la question du flottage notamment, c'est un point, en fait, cette histoire du flottage, qui fait vraiment partie de la mémoire culturelle dans le Morvan, mais paradoxalement, c'est une mémoire qui est restée très immatérielle. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler du flottage, on trouvera des représentations, des photos anciennes, etc. Mais on trouvera très peu de personnes, en fait, qui seront capables d'identifier réellement sur le terrain les vestiges, c'est-à-dire l'héritage matériel, en fait. Et cet héritage matériel, il est plus ou moins rapidement effacé du paysage, ou en tout cas, il est petit à petit rendu plus discret, précisément par cette évolution du paysage qui va, en fait, cicatriser les formes et produire ce qu'on peut appeler des hybrides, c'est-à-dire des formes qui ont une apparence naturelle, mais qui en fait sont à la fois de l'artificiel et à la fois du biophysique, lié à une déprise, en fait, une déprise, on pourrait dire non pas industrielle, mais une déprise logistique, parce que finalement, le Morvan, ça a été essentiellement une périphérie extractive et un espace de transit du bois. Donc, je pense que derrière cette démarche participative, ce qu'on essaie aussi d'engager, enfin, c'est surtout Gaëtan, parce que c'est plutôt son apport, en fait, dans les questionnements de cette thèse, c'est l'idée qu'on peut amener un peu à re-questionner le territoire pour se ressaisir et voir autrement une partie du paysage qui échappe un peu au regard, en fait, de ce point de vue-là. Merci. En tout cas, je retiens cette question. Alors, ça ne concerne pas tous les projets participatifs en recherche culturelle, mais cette question, c'est peut-être parce qu'elle me touche davantage, cette question des non-humains, non-humains dans à la fois plantes, animaux, mais aussi climat. Comment les introduire davantage dans les recherches participatives? Il y a vraiment des choses certainement assez intéressantes et assez innovantes qui nous permettraient d'avancer sur les projets. Alexandra, je pense qu'on a malheureusement le temps est écoulé pour les questionnements.